Bonjour, ici Rose Perron et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de M. Yvon-Louis Trottier, un collectionneur de vinyles avec Félix Perron, de films autoproduits avec Jaël Allaire, d'une exposition à la galerie Misson avec Nina Autier. Capucine Larouche viendra nous parler d'un parascolaire inédit à la baie. Léa Fortier viendra nous parler des soirées d'humour à la Voix maltais. Et nous débutons avec Kéliane Couture qui nous parlera de Méane Dimusio, une danseuse qui entame un nouveau projet de vie. Kéliane, bonjour. Bonjour! Alors, comment a-t-elle réagi à la nouvelle? Honnêtement, elle était vraiment heureuse de cette nouvelle. Qui ne serait pas heureuse face à une nouvelle comme ça? Elle était quand même contre 230 autres artistes qui venaient partout dans le monde. Et pour elle, c'est aussi une façon de concrétiser le métier qu'elle veut faire plus tard, qui est danseuse professionnelle, ce qui permettra vraiment de pouvoir améliorer ce qu'elle veut faire dans ses projets. Alors, qu'est-ce que la Royal Family Dance Crew? Dans le fond, c'est une troupe de danse qui est située en Nouvelle-Zélande. Elle devra déménager sous peu en Nouvelle-Zélande pour pouvoir danser avec la troupe. Et cette troupe est vraiment reconnue à travers le monde, surtout pour avoir dansé au Super Bowl. Et d'ailleurs, ils ont dansé l'année passée au Super Bowl avec Rihanna. À quel moment sa passion a-t-elle débuté? Elle était vraiment toute petite quand sa passion a débuté. Elle avait environ 4 ans. Puis après ça, elle a fait des cours de danse à une école de danse qui s'appelle Studio Party Time, qui est située à Québec. Et dans le fond, la danse lui permet de passer à travers ces moments difficiles et de vraiment pouvoir gérer son stress et ses énergies négatives. Parfait. Et comment sa famille voit cette annonce? Sa famille est vraiment heureuse face à cette nouvelle, sont vraiment en support pour elle. Et son père l'a d'ailleurs accompagnée pour ses auditions qui se situaient à Rome. Et dans le fond, ils ont pris l'avion ensemble. Il n'était même pas supposé l'accompagner, mais finalement, elle a décidé d'y aller. Pour elle, c'était une première. Elle dansait toute seule, dans le fond, face à un juge, un jury, pour qu'elle puisse auditionner. D'habitude, elle danse tout le temps en troupe. Alors pour elle, c'était vraiment une première. Parfait. Bien, merci beaucoup, Kéliane. Capucine Larouche est là pour nous parler d'un parascolaire inédit à la baie. Alors, bonjour, Capucine. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est les percussions de fanfare? En fait, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas c'est quoi les percussions de fanfare. Comme le nom le dit, ce sont des percussions, des tambours plus précisément, sur lesquels on frappe avec des baguettes. Ça se joue en groupe dans le but de créer des rythmes assez dynamiques. Comme référence, on les aperçoit très souvent sur les terrains de football américains, mais sans les instruments avant, bien entendu. On parle uniquement des tambours. De quelle manière cette école a-t-elle introduit l'ensemble d'instruments aux élèves? En fait, c'est le professeur de musique Dominique Côté qui, à l'origine, a démarré le projet à l'école secondaire Charles Gravel à Chicoutimi en 2012. C'est vraiment les élèves qui ont démontré leur intérêt et le professeur était déjà assez compétent puisqu'il a fait cet instrument-là de l'âge de 7 ans à 21 ans. Par la suite, il a dû changer d'école en 2018, donc il est allé à l'école secondaire des Grandes Marais à la baie et c'est à ce moment-là que les élèves ont eux aussi décidé d'embarquer dans le projet. Donc, il l'a instauré. Alors, qu'est-ce que cela implique aux élèves de participer à ce parascolaire-là? Ça implique quand même beaucoup de choses. Par exemple, ils doivent faire une pratique par semaine durant 1 heure sur l'heure du midi. Ils vont aussi participer à de nombreux spectacles organisés par l'école, comme le spectacle de Noël, et ils vont être invités aussi à divers événements, comme par exemple l'an passé, ils ont fait le match d'ouverture d'un club de hockey mineur à la baie. Par contre, le professeur de musique tient à préciser que ce n'est pas toujours facile de se déplacer pour des événements parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel. Et puis, combien peut coûter un ensemble de tambours comme ils utilisent? L'ensemble de tambours qu'ils ont en ce moment a coûté 28 000 $. Par contre, ils l'ont acheté usagé à l'Université de Montréal. Pour un ensemble neuf, on peut s'attendre au double du prix là, parce qu'il faut quand même acheter tous les étuis de transport, les étuis de protection et les supports pour mettre au sol. Merci beaucoup, Capucine. De rien. Léa est maintenant présente pour nous parler des soirées d'humour à la soirée maltais. Bonjour Léa. Bonjour. Alors, en quoi consistent ces soirées? En fait, les soirées d'humour permettent à la Voix maltais de Jonquière d'accueillir différents humoristes pour divertir la clientèle. Cet événement se répète un mardi par mois, puis c'est animé par William Paquet. Parfait. Qu'est-ce que cela apporte de bien à la microbrasserie? Le concept amène surtout de la nouvelle clientèle. En fait, l'équipe de la Voix maltais est reconnue pour être fort sur l'événementiel et c'est pourquoi que l'idée des soirées a été choisie pour atteindre leur but, qui était d'atteindre un plus large public.
Est-ce que ces soirées-là sont disponibles ailleurs qu'à Jonquière? Malheureusement, non. Elles se trouvent seulement à Jonquière. La raison est que les 3 microbrasseries La Voie Maltée, donc à Chicoutimi, à Québec et à Jonquière, se gèrent elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles possèdent tout leur univers différent et se réinventent avec des concepts originaux qui leur correspondent vraiment à chacune. Avec quels moyens les organisateurs arrivent-ils à attirer des humoristes au Saguenay, une région éloignée? C'est sûr que le Saguenay, ça fait loin, mais le restaurant-bar a vraiment des bons contrats. L'hébergement est fourni, le confort, ainsi que les consommations. De plus, la plupart des invités sont de la région et ou très peu connus. Donc, ce sont des avantages puisque ça permet à l'humoriste de se faire connaître, en plus d'avoir de très bonnes conditions de travail. Et c'est aussi des avantages pour la Voie Maltée qui paye moins cher que si ça serait un humoriste vraiment beaucoup plus connu. Alors, savons-nous qui est le prochain invité? Oui, c'est Marco Métivier qui sera en tête d'affiche la prochaine soirée qui est le 12 décembre. Parfait, bon, merci beaucoup Léa. Merci à toi. Nina Auquier est maintenant présente pour nous parler d'une exposition à la galerie Misson à Chicoutimi. Bonjour Nina. Bonjour. Alors, quel parcours a traversé M. Steve Gagnon pour ouvrir sa galerie d'art? Alors son parcours, il a commencé suite à une promenade qu'il a fait avec sa famille et il a découvert justement l'exposition de l'art. Et suite à ça, cette passion de l'art ne l'a plus jamais quitté. Donc après, il a commencé à se poser des questions, à vouloir justement créer sa propre galerie. Et justement, en 2014, il a ouvert sa propre galerie d'art qui s'appelle du coup Misson et qui a ouvert dans les rues de la ville de Chicoutimi. Alors, comment a-t-il contacté les exposants pour cette exposition-là? Alors justement, ça a été aussi de l'aide par rapport à sa famille qui ont trouvé du coup des petits créateurs d'œuvres assez indépendants et grâce à ça, ils ont pu vraiment trouver une entente justement pour donner les œuvres. Mais aussi au fur et à mesure, du coup, il est devenu assez populaire et tout un peu les créateurs du Québec ont commencé à le contacter et son répertoire s'est agrandi au fil du temps. Et alors, y a-t-il eu des difficultés rencontrées lors de ce nouveau projet? Alors oui, comme tout, il y a eu des difficultés assez importantes, notamment sur la clientèle, vu que c'était quelque chose d'assez nouveau. Les gens ne savaient pas trop justement aller vers la boutique, aller vers l'exposition, mais aussi notamment la difficulté par rapport au digital, justement pour faire venir les gens directement dans sa galerie et pas que les gens aillent sur leur téléphone, par exemple, pour voir la galerie, ce qui arrive assez notamment aujourd'hui. Parfait. Donc, la galerie Misson a-t-elle permis de créer de nouveaux objectifs pour la ville? Alors oui, elle en a créé assez énormément grâce à la mise en place du coup de la culture de l'art et d'apprendre justement à la population que c'est important de soutenir ces petits créateurs qui n'ont pas tellement de budget, mais aussi des bons points par rapport à la ville, d'ouvrir à l'art justement. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci Nina. Nous parlerons maintenant de films autoproduits avec Jaël Allaire. Bonjour Jaël. Bonjour! Alors, qu'est-ce qu'un film autoproduit? Un film autoproduit, grossièrement, c'est un film qui n'a aucun financement, mis à part le producteur qui finance seulement le nécessaire. Donc, tous les gens qui vont travailler sur le projet, donc notamment les caméramans, les soundmen et les acteurs, vont faire du bénévolat. Fait qu'ils fournissent des efforts considérables sans rémunération, puis en échange, de temps en temps, le producteur il va leur payer des repas. Parfait. Sur quoi portera ce film? Le film en particulier dont je vais parler, c'est le prochain film de Nicolas de la Sablonnière qui va s'appeler Un jour de chance. Fait que le film va porter sur beaucoup de thèmes parce que plus spécifiquement, il va parler de la perte de repères, du deuil, parce que le personnage principal, il va perdre sa figure paternelle, son père. Ensuite, les chocs post-traumatiques, parce que le personnage principal, notamment, il est aussi allé à la guerre du Vietnam. Donc, il est un petit peu choqué. Ensuite, ça va parler de la dépendance, parce qu'il va avoir aussi la dépendance à la drogue et à d'autres substances. Deuxièmement, pour le synopsis, l'histoire va se dérouler sur 2 fronts. Dans le fond, depuis le début, je dis qu'il y a un personnage principal, mais il va en avoir 2, qui vont finir par se rencontrer par malheur ou par chance. On ne le sait pas encore. Donc, comment a-t-il eu l'idée
Il y a eu l'idée lors de la pandémie. Il n'y avait pas grand-chose à faire chez lui. Bien sûr, on n'avait toutes pas grand-chose à faire chez nous. Il est allé se promener dans les rues de Chicoutimi, dans le centre-ville. Puis il a remarqué les gens, les itinérants. Il a remarqué qu'il y avait des vétérans à Chicoutimi, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Fait que ça l'a inspiré, puis l'idée a pris racine dans sa tête. Avons-nous une date de sortie pour le film? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment une date fixe prévue, mais seulement un approximatif qui se tourne vers fin 2024 ou mi-2025. Parfait. Merci beaucoup, Jaël. Ça fait plaisir. Nous parlons maintenant de collectionneur de vinyle avec Félix Perron. Bonjour, Bon. Félix. Bonjour Rose. Alors, qui est ce fameux Yvon-Louis Trottier? Bien, Yvon Louis, c'est un vétérinaire pour le gouvernement qui travaille qui inspecte des abattoirs, dans le fond. Puis lui, il collectionne la musique depuis qu'il est très, très jeune. Il a commencé ça vers ses 17-18 ans avec son premier album là, qu'il a reçu en cadeau. Parfait. Donc, quel est le nom de son premier album qu'il a collectionné? C'était l'album Fragile de Yes, qui est un album extrêmement populaire, qui a été quand même un gros hit, je dirais, surtout aux États-Unis plus qu'ici, avec plusieurs chansons ultra connues sur l'album. Mais c'est ça. Alors, pourquoi collectionne-t-il les vinyles? Yvon Louis, comme il me le racontait, aimait beaucoup la partie physique du vinyle. Le fait que d'acheter un CD ou d'écouter de la musique en streaming, en streaming, désolé de l'anglicisme, je n'ai pas le mot en français. On n'a pas la partie physique, la pochette de l'album, où il y a des fois même des vraies œuvres d'art là, qui prennent jusqu'à 1 an à faire pour les pochettes, des petits cadeaux, des petits jouets des fois dedans. Donc il y avait cette partie-là aussi qui était manquante pour lui, en plus d'une certaine qualité de son qui vient avec les vinyles. C'est ça. Et où en sommes-nous aujourd'hui avec l'univers du vinyle? Le vinyle, aujourd'hui, est beaucoup moins présent. C'est une impression sur vinyle, en fait, qui était beaucoup moins, qui durait moins dans le temps. Donc, on a passé sur des CD et des Discman, de la musique portative que le monde peut écouter en dehors de chez eux, ce qui était beaucoup plus apprécié des gens. Le vinyle est tombé, puis c'est rendu... C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci, Félix. Merci beaucoup d'avoir été là et merci à nos précieux journalistes, Kéliane, Capucine, Léa, Jaël, Nina et Félix.